Bonsoir à tous et bienvenue dans cette rédaction de Mediapart que vous connaissez, transformée en studio de télévision, donc une fois par mois, pour nos lives. Tout à l'heure à 20h30, Marine Turki, qui suit le Front National pour Mediapart, viendra me rejoindre et ça sera une grande soirée consacrée au Front National, mais surtout à quels antidotes au Front National. C'est-à-dire qu'on essaiera de sortir des conversations habituelles sur les alliances, etc., pour essayer de voir comment on peut traiter et combattre le Front National sur le terrain avec des élus. Ça sera la deuxième partie du live. Et puis d'abord, il y aura des chercheurs qui nous expliqueront de quoi est composé le Front National, comment s'agrègent autour de la formation politique de Marine Le Pen à peu près toutes les vieilles familles de l'extrême droite française. On parlera aussi du financement du Front National. Ça sera tout à l'heure à 20h30, donc avec des chercheurs et des élus de terrain. Mais tout de suite, et avec nos excuses pour ces quelques minutes de retard, retour sur nos enquêtes, c'est-à-dire retour sur les enquêtes de la rédaction de Mediapart. Alors, c'est tombé le 15 octobre dernier, c'était il y a une quinzaine de jours. C'est un gros pavé de 800 pages, on va vous le montrer tout à l'heure, et ça s'intitule « La République face aux mensonges » de Jérôme Cahuzac, les conclusions de la commission d'enquête. Pour en parler, il y a eu quand même 55 heures de réunion. Ça a duré longtemps, 6 mois de travaux à l'Assemblée nationale. Et donc, pour en parler, il y a avec nous deux journalistes de Mediapart qui ont suivi particulièrement l'affaire Cahuzac et les travaux de la commission d'enquête. Et puis, 3 députés, 3 parlementaires. Jean-Marc Germain, bonsoir. Vous êtes député socialiste des Hauts-de-Seine et donc vous faites partie de cette commission. Philippe Houillon, bonsoir. Député UMP du Val d'Oise. Là encore, vous faisiez partie de la commission d'enquête. Et puis Hervé Morin, vous avez été ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010 et vous êtes député UDI de l'Eure, 3e circonscription de l'Eure. Et puis donc deux confrères de Mediapart, Fabrice Arfi, qui a révélé et suivi l'affaire Cahuzac, et puis Mathieu Maniodex, qui lui a suivi tous les travaux donc pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, de cette commission d'enquête. Alors Mathieu, on ne peut pas dire que ça ait fait événement ni sensation quand même. Quand le rapport a été remis, ça a été assez peu discuté et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on a tenu à y revenir, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport. Mais alors commençons par le début, prenons les choses par le commencement. Quel était le but ? Comment ça s'est mis en place et comment le Parlement, via cette commission d'enquête, s'est emparé à son tour de l'affaire Cahuzac ? Donc on parle bien de cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans l'affaire Cahuzac. C'est le titre officiel qui a débuté ses travaux donc en effet le 15 mai dernier, puis ça a duré pendant 6 mois. Vous l'avez dit, il y a eu 55 heures de réunion, 36 auditions, et puis à la fin, donc, ce pavé de 800 pages, là, qu'on voit, donc 800 pages avec un rapport qui fait 100 pages, et puis toutes les auditions derrière, donc c'est vraiment un gros pavé, qui a entendu plein de gens, hein, Jérôme Cahuzac lui-même à 2 reprises, ses anciens collaborateurs, des hauts fonctionnaires de Bercy, des douanes, le procureur de Paris, les policiers qui ont mené l'enquête, un proche collaborateur de François Hollande aussi, et puis aussi Fabrice Arfi et Edoui Plenel de Mediapart. Dans cette commission d'enquête, il y avait 30 députés, nous en avons ici 3. Le président, c'était le centriste de Charles de Courson, hein, votre parti, M. Morin, qui avait demandé en fait cette commission d'enquête. Et le rapporteur, celui qui a écrit donc ce rapport, c'est Alain Claes, un député socialiste. Alors que dit ce rapport ? En gros, que François Hollande a géré cette affaire dans un contexte extrêmement difficile, au mieux, en respectant la légalité, que la justice n'a pas été entravée et que, oui, il y a bien eu quelques dysfonctionnements, hein, on y reviendra dans le cours de la discussion, mais qu'ils ont été mineurs et pas énormes. Ça, c'est pour la position du rapporteur socialiste, c'est pas tout à fait celle du président de la commission d'enquête, Charles de Courson, qui lui parle de dysfonctionnements graves au sein de l'appareil gouvernemental. Donc, vraiment deux versions complètement assez éloignées. Mais même s'il a été contesté donc, par l'opposition et aussi par les écologistes, hein, le rapport a été adopté, puisque les socialistes étaient majoritaires dans la commission d'enquête, et l'UMP, M. Houillon, a carrément boycotté la dernière séance. Alors il y a quand même un peu quelque chose d'un peu bizarre, après 6 mois de travaux comme ça, après tout ce travail, on arrive finalement à des conclusions à peu près totalement inverses.
Donc moi j'ai envie de vous poser à tous les trois la question, tout simplement, comment on en arrive là? Est-ce que tout ça est vraiment sérieux pour un travail parlementaire en fait? La première question, Monsieur Morin. Pour inverser les choses, est-ce que le travail parlementaire est forcément sérieux? Oui, c'est aussi le sujet d'ailleurs. Ouais. Après, vous avez le jeu politique classique d'une majorité et d'une opposition. Il faut voir les choses comme ça. J'ai la chance d'être à l'Assemblée depuis 1987. Donc j'ai rarement vu des rapports de commission d'enquête adoptés à l'unanimité. Il y a forcément une tentative de construction. De dire les débats ont été honnêtement plutôt sérieux, sereins, tranquilles. Il y a eu un ou deux moments un peu compliqués, mais globalement, ça a plutôt été des débats assez consensuels. Avec des parlementaires qui ont essayé de faire leur boulot au mieux, de poser les questions comme ils le pouvaient, face à des gens qui avaient préparé avec beaucoup de rigueur leurs réponses, ayant souvent travaillé sur les auditions préalables pour comprendre un peu comment la commission d'enquête. Donc on n'est pas arrivé avec des gens qui sont arrivés en se disant qu'on allait avoir la parole libre, etc. On sentait que ça avait été terriblement construit, notamment dans la sphère gouvernementale et notamment dans les collaborateurs ministériels où on a eu souvent des exercices de langue de bois absolument extraordinaires. Après, moi je continue à penser, comme le rapporteur d'ailleurs, qu'en effet l'appareil judiciaire a pu travailler. C'est déjà remarquable, ça n'a pas toujours été le cas. Et deuxièmement, sous l'ancienne présidence. Et deuxièmement, l'inertie de l'appareil gouvernemental. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, mais d'ailleurs on est dans le Hollande pur jus, quoi, hein, qui toujours le premier secrétaire du Parti socialiste essayant de faire la synthèse entre des contradictions. C'est qu'au lieu de réagir et de mettre l'appareil d'État en tension pour éviter un scandale de la République, on va laisser pourrir les choses au fil des mois, jusqu'à ce que la vérité éclate et qu'on soit obligé d'en tirer les conséquences. Bon, voilà. Deux conclusions principales. Et ça, Claes, bien entendu, ne pouvait pas le dire. Il est dans son boulot de parlementaire de la majorité. Monsieur Houillon. Oui, alors d'abord, je voudrais vous féliciter de faire cette émission ce soir parce que on a eu un énorme événement. Et puis, quelques semaines après, quelques mois après cet événement, mais quelques semaines après le dépôt de ce rapport, personne n'en parle plus. Et j'allais dire, presque, on a le sentiment que ça n'intéresse plus personne. Il y avait un entrefilet quand même dans un quotidien aujourd'hui sur la mise en examen de la Banquerel. Mais à part ça, c'est plus du tout l'actualité, alors que c'était un énorme pavé. Bien. Donc c'est bien de faire ce que vous faites ce soir. La deuxième chose, c'est peut-être comme un avertissement. J'ai fait pas mal de commissions d'enquête en ce qui me concerne. Et il y a deux choses. La première, c'est que quand on est dans une commission d'enquête, on cherche quelque chose. Et quand on ne trouve pas, je parle en général, je ne parle pas de l'affaire Cahuzac en particulier, quand on ne trouve pas, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Voilà, on reste sur la faim parce que psychologiquement, on se met dans la disposition d'esprit de chercher quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est que là, on est dans quelque chose de très particulier. Vous savez que les commissions d'enquête en vertu de la loi ne peuvent pas être constituées s'il y a par ailleurs une procédure judiciaire en cours. Bien. Dans cette affaire, il y avait une procédure judiciaire en cours. Néanmoins, la commission d'enquête a été constituée. Moi, je pense qu'on était à la limite extrême de la possibilité de constituer une commission d'enquête, parce que bien sûr qu'on a donné un autre objet à cette commission d'enquête que celle de l'affaire judiciaire, c'est-à-dire qu'officiellement, vous venez de le rappeler, c'était l'analyse des dysfonctionnements de l'État ou du gouvernement, etc. Mais on a bien vu qu'à chaque fois, les questions... Alors, je ne parle pas de l'attitude de M. Cahuzac, qui était le seul qui, lui, n'était pas tenu au secret de l'instruction et qui s'est réfugié derrière ça. Bon, mais enfin, passons là-dessus. Mais on a bien vu qu'à un certain nombre de moments nombreux, eh bien, on se heurtait, pour aller plus loin dans les réflexions, à la procédure judiciaire en cours et à des choses que nous ne connaîtrons, s'il y en a, qu'ultérieurement, lorsque l'instruction sera terminée. Ceci étant, je pense qu'il y a eu un travail, le travail lui-même a été sérieux, c'est ce que vient de dire Hervé Morin, je suis d'accord avec lui, ça a été sérieux, il y a eu beaucoup d'auditions, il y a eu des questions très précises des différents membres de la commission,
Et puis, à un moment donné, ça n'est que mon sentiment, à un moment donné, ça s'est passé, on y reviendra peut-être tout à l'heure précisément, ça s'est passé au moment de la demande d'audition du Premier ministre. À un moment donné, là, on a bien compris qu'il y avait une sorte de fait majoritaire de protection qui prenait le pas sur le travail consensuel d'une enquête parlementaire. Moi, j'ai déjà vu, j'en termine, j'ai déjà vu un certain nombre de fois des commissions, enfin des rapports de commissions d'enquête votés à l'unanimité, parce qu'il y a une psychologie particulière des parlementaires quand on est dans une commission d'enquête, c'est de chercher la vérité et de dépasser un peu les clivages partisans. Là, à un moment donné, ça n'a plus été le cas. Je pense que c'est très bien. On va demander donc à Jean-Marc Germain si vous considérez, vous, que le groupe socialiste à l'Assemblée a d'une certaine façon, si je dis la même chose que M. Houillon, mais de façon encore plus cash, à protéger l'exécutif et à dresser une herse pour qu'on n'en sache pas plus. Pas du tout, mais je ne vous étonnerai pas en disant ça. Mais d'abord, je voudrais rejoindre mes deux collègues sur l'excellent climat dans lequel on a travaillé. On essuyait un peu les plâtres, puisqu'il faut savoir que c'était une première en France d'enquêter sur le fonctionnement de l'appareil d'État, dans un contexte que vous venez de rappeler, avec une enquête judiciaire en cours, donc avec des frontières extrêmement difficiles. Par exemple, moi j'ai demandé à plusieurs reprises à Jérôme Cahuzac quel était le montage financier, parce que sinon on ne pouvait pas comprendre si les conventions avec la Suisse, on y reviendra, avaient fonctionné correctement, etc., etc. On ne sait toujours pas, nous, enfin en tout cas pas moi, dans quelle banque il avait et comment ça a évolué, ces différents montages financiers. Et donc on a beaucoup de mal aujourd'hui à le faire, mais l'enquête judiciaire le montrera, et moi je suis assez impatient d'avoir les résultats. Donc premier point, il y a quand même eu un travail sérieux d'enquête qui a été fait, avec des pouvoirs d'une commission d'enquête qui sont très forts, puisque les personnes qui témoignent devant nous sont moins bien protégées par rapport aux mensonges, par exemple, que devant la justice. Donc, premier point. Deuxième point, moi je rejoins aussi ce qu'a dit Hervé Morin, je crois que ça a montré un certain nombre de faits qui étaient importants. Et moi j'encourage tous ceux qui s'intéressent à cette affaire de le lire, ce rapport, parce qu'il y a beaucoup d'éléments factuels, et je salue le travail du rapporteur sur ce plan, qui décrypte les choses. On a parlé du fonctionnement de la justice, par exemple, moi je partage aussi cela. Là où c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce que ça renvoie aussi à des débats politiques, c'est sur le fonctionnement de l'appareil d'État. Et moi, ce que j'ai trouvé difficile dans cette affaire, c'est de se dire quel a été le rôle, les décisions des ministres et de leurs administrations en tant qu'appareil d'État. Ça, c'est une chose. Et moi, je trouve que sur ce plan-là, c'était le cœur du rapport. En revanche, le rapport et notre commission n'avaient pas à se poser la question de se dire est-ce qu'en opportunité, François Hollande devait se séparer de son ministre dès le premier jour, ou à partir du moment où on considérait qu'il avait des éléments suffisamment importants. On parle souvent de la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, qui consistait à dire quand un ministre est mis en examen, on s'en sépare. Là, c'est ce qu'il a fait finalement. Enfin, la veille, le 19 mars, ça s'est dénoué. Et dans la période en avant, effectivement, ça n'a pas été fait. Mais ça, c'est une question d'appréciation politique. Nous, ce qu'on avait à voir, c'était quelles sont les procédures qui ont été mises en place en fonction des alertes qu'ont reçues le président de la République, les différents ministres, les administrations, d'une part. D'autre part, est-ce que la justice a pu fonctionner? Et il fallait s'y tenir. On reviendra tout à l'heure sur l'audition ou pas du Premier ministre, mais je dis tout de suite les choses. Nous, on a considéré qu'on avait toutes les informations et qu'on était allé au bout de ce qu'on pouvait apprendre nous-mêmes et que le reste de la justice pouvait le faire avec des moyens beaucoup plus puissants que nous. Et du coup, la réflexion qu'on a eue par rapport à l'audition du Premier ministre, c'était de dire que ça n'apportait rien d'informations de plus sur le fond et que ça faisait un peu politique spectacle parce qu'on sait bien la charge symbolique de faire témoigner un Premier ministre devant une commission d'enquête. C'est pour ça qu'on s'est opposé à cette audition, pas du tout pour cacher quoi que ce soit, parce que la discussion qu'on a eue, qui a été un peu tendue à un moment donné, c'était de dire qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus d'une audition du Premier ministre. On a considéré qu'on n'apprendrait rien de plus et donc on a refusé de faire cette mise en scène. Monsieur Germain, là-dessus, et après on verra un certain nombre de petits montages vidéo qu'on a fait pour, plus que de discourir, montrer ce qu'est le travail parlementaire ici et dans d'autres pays. Mais sur ce que vous venez de dire, qui est quand même, à mon sens, extrêmement symptomatique, vous félicitez que cette commission existe en disant c'est une première. Bon, ça nous montre quand même la pauvreté démocratique de ce point de vue-là en France. C'est quand même
institutionnellement le job du Parlement de contrôler l'exécutif. Donc c'est quand même, je trouve, stupéfiant d'avoir aujourd'hui, en 2013, à se féliciter que cette commission ait eu lieu. Et parallèlement, vous nous dites... Laissez-moi terminer. Que ceux qui ont quitté la commission d'enquête sont ceux qui les ont refusés année Bien après sûr. année, les années précédentes. Là-dessus, on est tout prévaloir les turpitudes des autres, par voilà. nature. Non, mais on est tout à fait d'accord que c'est heureux d'avoir vu cette commission, là où sous une autre présidence, il n'y a pas eu de commission sur des affaires qui mettaient également en jeu les dysfonctionnements de l'État. Mais parallèlement à ce que vous dites, vous nous dites, on n'a pas entendu le Premier ministre parce qu'on voit bien quelle était la charge symbolique de cela. Mais quelle était la charge symbolique de cela ? La charge symbolique de cela, c'était que le Premier ministre accepte le jeu institutionnel du Parlement, d'avoir à répondre devant la représentation nationale. Comment vous pouvez, et c'est une question, comment vous pouvez vous substituer à la vérité en disant « nous savons déjà ce qu'il va nous dire ». C'est incompréhensible du point de vue du citoyen de voir une espèce de barrière qui est créée par des députés d'une majorité qui disent non, monsieur le Premier ministre, le chef du gouvernement, celui qui est nommé après une élection en notre nom, vous n'avez pas à répondre de ce que vous avez fait. Alors que des mensonges ont eu lieu, que des mensonges ont été consignés par la commission d'enquête sur les éléments de langage du pouvoir exécutif. Le Premier ministre, il répond en permanence, ça s'appelle des questions d'actualité, et il répond aux questions des parlementaires en permanence. La question qu'on a, je vous prends quelque chose peut-être quelque chose qui est plus facile à répondre. La question s'est posée d'interroger ou pas Madame Cahuzac. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je parle du chef du gouvernement, pas de Madame Cahuzac, le chef du gouvernement. Répondez-moi sur le Premier ministre. Une commission d'enquête ne va pas interroger tous les acteurs, elle se pose à chaque acteur. Le Premier ministre. Est-ce qu'on l'interroge ou pas? On a commencé d'ailleurs. Attendez, on a commencé ensemble notre commission d'enquête. Hervé Morin a demandé à ce que Jean-Marc Ayrault soit entendu. On a convenu tous ensemble. Voilà. Philippe Houillon était contre. On a convenu tous ensemble qu'on verrait si cette audition est utile ou pas. Pour les raisons précises que je viens de... pas à ma question. Mais la si, charge symbolique. Mais si je réponds à votre question, on doit interroger les personnalités, quelle que soit leur fonction, à l'exception du président de la République, évidemment, qui n'est pas... entendable par le Parlement, si je puis m'exprimer maladroitement ainsi, on doit les interroger si c'est utile à notre enquête. On s'est posé cette question au début, on a dit on verra en marchant. Hervé Morin était favorable dès le début à ce que nous le fassions. On a voté collectivement en disant pour l'instant on considère que ce n'est pas utile. Et à la fin on a eu une divergence où vous aviez considéré qu'on apprendrait des choses. Parce que quelle était la question? Quelle était la seule question qui se posait? C'est la question de la réunion du 16 janvier. Il y a une réunion le 16 janvier avec le président de la République, le Premier ministre, Pierre Moscovici, à l'Élysée, et Jérôme Cahuzac. On doit la connaissance à une journaliste qui le révèle dans un livre. Et qui le révèle parce que le président de la République... Qui le révèle parce que le président de la République lui dit, personnellement. C'est ce qu'elle dit. D'accord. Oui, mais le président de la République fait exploser la version officielle. Donc cette réunion est reconnu par Pierre Moscovici, il en décrit la configuration, et on a prêtant serment devant la commission, on n'a aucune raison de mettre en doute la chose. Que fait le rapporteur? Il dit l'existence de cette réunion, et après il laisse chacun juger est-ce que c'était opportun ou pas que cette réunion ait lieu. C'était ça notre boulot de commission d'enquête, c'est de dire politiquement cette réunion a eu lieu. Et pourquoi elle a eu lieu? Après, on peut en discuter. D'ailleurs, le rapporteur, dans son rapport, dit les choses. Il dit c'est à ce moment-là qu'a été décidé le lancement de l'entraide fiscale parallèle de Bercy avec la Suisse. Vous appelez ça comme vous voulez, appelons ça de manière plus neutre. Pas enquête parallèle. On a actionné une convention fiscale avec ça. Dans le mot enquête me paraît pas. Dans le dos de la justice. Voilà, bon, ça c'est vos mots. C'est ceux du procureur. Les mots administratifs. C'est ceux du procureur. Les mots administratifs, c'est actionner une convention fiscale avec la Suisse pour essayer de savoir si Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse, et on a bien vu les faiblesses de cette procédure d'ailleurs en cause. Mais donc cette réunion, c'était pour dire dans un ministre que le président de la République avait décidé de garder au gouvernement.
Donc ils considéraient comme n'ayant pas de compte en Suisse, en disant nous allons lancer cette entraide fiscale puisque depuis des semaines était entamée une procédure d'une part et lui disait moi je ne peux pas prouver que je n'ai pas de compte en le demandant moi-même et donc il faut utiliser cette procédure. Donc cette réunion a lieu. Après, ce qui était important pour moi, c'est là où j'en reviens sur les principes, ce qui était important pour moi c'était que le rapport disent clairement ce qui s'est passé. Cette réunion a eu lieu, elle a eu lieu dans telle configuration. On le sait pas. Après, à chacun de juger si politiquement elle était opportune ou pas. Vous regrettez que le Premier ministre n'ait pas été entendu. Mais oui, et si vous voulez, très librement, j'ai demandé l'audition du Premier ministre, je vous explique en 10 secondes pourquoi. Il y a eu un premier débat au sein de la Commission pour savoir si on entendait ou pas le Premier ministre. À cette époque, personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'éléments qui nécessitait de manière absolue d'entendre le Premier ministre et que c'eût pu être interprété comme une mauvaise manière faite au Premier ministre. Bien. Et puis ensuite, vous venez de le rappeler, nous apprenons, suite à un livre, mais de la bouche de M. Moscovici, De Charlotte Chaffonjon. qu'il y a eu, oui, mais devant nous, oui, vous avez raison, oui, qu'on la cite. on est d'accord. Devant nous, nous apprenons par M. Moscovici qu'il y a eu une réunion le 16 janvier. Il y avait 4 participants à cette réunion. Le président de la République, le Premier ministre, M. Moscovici qui nous le disait, et le ministre du Budget, M. Cahuzac. Bien. Donc, dans n'importe quelle enquête au sens large du terme, on entend les personnes qui assistent à quelque chose. Moscovici avait été entendu, M. Moscovici avait été entendu, M. Cahuzac, il ne se souvenait pas de la réunion. Bon, on n'allait pas lui faire mettre un sérum de vérité, mais il ne se souvenait pas de la réunion. Il n'était pas question d'entendre. Il n'était pas question d'entendre le Premier ministre, le président de la République. Pas question d'entendre le président de la République. Restait Jean-Marc Ayrault. Je dis Jean-Marc Ayrault parce que c'eût été M. Arfi, moi-même ou vous-même qui étiez à cette réunion-là, évidemment qu'on aurait entendu cette personne. C'est pas parce qu'il était Premier ministre, c'est pas en tant que tel, c'est parce qu'il était là. Il était là ce jour-là. Et donc, j'ai demandé à ce moment-là, c'était à ce moment-là où ça a basculé, j'ai demandé à ce moment-là, comme d'autres, comme plein d'autres, et Hervé Morin aussi et d'autres, qu'on entende le Premier ministre, parce que là, ça s'imposait. C'était évident. Ça n'a pas été. Il y a eu une petite. Ça s'est passé en 2 temps. Le rapporteur, à un moment donné, je ne sais pas ceux qui s'en souviennent, on a eu le sentiment qu'il disait oui, parce que ça s'imposait. Parce que n'importe qui souhaitait obtenir la vérité entend la personne. Il est sorti, je sais pas, on ne peut pas dire si ça avait un rapport avec ça ou pas, mais enfin il est sorti. Et puis après, c'était fermement non. Et le rapporteur a été... Votre théorie est qu'il est sorti, qu'il a appelé Matignon et qu'on lui a répondu non. Non, mais c'est ce que vous venez de dire. J'ai fait du cabinet ministériel, donc je sais comment ça se passe. D'accord, donc il est sorti pour se renseigner comment ça allait être perçu, la proposition. Il a appelé le directeur de cabinet ou le conseiller chargé des relations avec le Parlement, et on lui a dit, écoute, arrête de nous emmerder avec cette histoire, le Premier ministre n'a pas envie d'être entendu, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, bon, voilà. Et puis l'autre, bien sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. Avançons, Mathieu. Il y a un autre élément que Philippe n'a pas évoqué sur cette question, puis après on change, c'est que quand le Premier ministre est un membre du gouvernement, et donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas entendu. En effet, il ne l'a jamais été dans l'histoire, mais les choses sont faites pour bouger. Bon. Et deuxièmement, il est celui qui dirige l'action du gouvernement. Et donc là, au titre de la coordination de l'action gouvernementale, il devait être entendu. Pourquoi on avait mis tant de temps à réagir? Pourquoi on attend le mois de janvier pour actionner la convention fiscale? Pourquoi on ne met pas les services de renseignement sur la piste pour essayer de savoir? Enfin, il y avait des questions qui se posaient. Enfin, voilà. Mathieu. On parle là, tout a l'air très compliqué. Je veux dire, en France, sur la commission d'enquête, on ne peut pas, il y a la justice, etc. C'est compliqué, puis le pouvoir, etc. Bon, quand même, on va regarder un petit montage assez intéressant. D'un côté, on va voir dans quelques images montées un peu cut comme ça, les réponses de Guillaume Cahuzac la première fois et la deuxième fois. Je ne peux pas répondre à vos questions. Et puis la deuxième fois, lui demandant des précisions sur la fameuse réunion du 16 janvier. On va voir les réponses que vous avez eues collectivement à ce moment-là. Et on va le comparer avec ce qui s'est passé en Angleterre, c'était en Royaume-Uni, en novembre 2012, avec les parlementaires britanniques qui ont reçu un responsable d'Amazon, Amazon qui pratique l'évasion fiscale à grande échelle, et on va voir un petit peu un certain contraste entre les deux séquences. Montage. C'est vrai que dans cette histoire de dingue, je n'avais pas pensé
que le plus dingue était assis à mes côtés. Voilà, c'était le premier. Donc c'est d'abord les Je ne me souviens pas répétés de Jérôme Cahuzac et ensuite comme valeur de comparaison, donc les images de cette commission d'enquête en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui, Voilà. La question que vous me posez, je aurais de vous dire qu'elle me semble empiéter non pas aux frontières mais pleinement sur l'information judiciaire en cours et je ne peux pas vous répondre. Que je ne peux pas répondre à votre question. Je suis contraint de vous faire la même réponse, Monsieur le Président. Je ne peux pas vous répondre. Tout ce qui concerne cette chronologie sera réservé scrupuleusement aux deux juges d'instruction, Leloir et Van Ruymbeke. Je ne vous l'indiquerai pas, Monsieur le Président, car ces réponses-là, je les dois d'abord à deux juges d'instruction. J'espère qu'on aura les réponses aux questions sur lesquelles M. Cahuzac n'a pas répondu. Bien. Ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai aucun souvenir d'une réunion dans le bureau du Président de la République. Non, les mots précis seraient sollicités mes souvenirs exagérément. Si vous voulez me faire dire qu'il y a eu une réunion dans le bureau du Président de la République, j'en ai aucun souvenir. Comment se fait-il qu'entre le 16 janvier et maintenant, vous ayez perdu complètement la mémoire? Vous pouvez ironiser autant qu'il vous plaira, Monsieur le Président. Je n'ai aucun souvenir de cet échange de mots. Objectivement, aucun souvenir de cette réunion-là. Nier est un terme que je juge impropre. Il y a une différence entre nier et ne pas se souvenir. Ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes souvenirs, c'est un peu différent. Je n'ai pas le souvenir que cette demande ait été faite. Ni l'ironie ni la menace ne me feront dire des choses dont je n'ai aucun souvenir. Moi, je ne m'en souviens pas. Et donc si je vous redis que je n'ai pas le souvenir de cette réunion, c'est que je n'en ai pas le souvenir. C'est ainsi. Bon. Mes chers collègues, il n'y a plus de questions. I mean, honestly, you've come to us with absolutely no information. What's your job? So I'm Director of Public Policy for Amazon across Europe. Well, I mean, I think what we'll continue this afternoon, but I think what we're going to have to do is order somebody to come who can give us answers to the questions we ask. And we will order somebody to appear before us who does that, because it's just not acceptable. I don't know what you take us for, but we're not, you know, we need proper answers to perfectly proper questions. That's our job. You know, the idea that you come here simply don't answer the questions, pretend ignorance, is just not on. It's awful. Voilà, alors ça a valeur de comparaison, c'est aussi ce qu'on appelle un effet de montage, hein, Et en nous plus, l'assumons. Le Parlement Mais- britannique a eu derrière des réponses. Voilà, Donc, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu des réponses. C'est pas très probant. Hein. Non, On n'a pas des réponses ni d'un côté ils ni en de ont l'autre. eu C'est le derrière. caractère des uns et des C'est- autres. c'est- Non, mais vous parliez de charges symboliques. Ouais. La présidente de la commission dit c'est inacceptable. Vous n'avez rien à faire ici. Si vous ne venez pas, si vous ne venez pas avec des réponses devant la représentation nationale, vous sortez. Le président de aussi dit la même Non, chose non, non, quasiment. non, j'espère attendez, qu'on aura des attendez, réponses. à un Il y a quand moment même un donné, vous contraste, n'avez il pas y a quand même passé un contraste l'image. important, là. Je suis intervenu, j'en ai le souvenir précis, à un moment donné, auprès du rapporteur et du président, pour leur demander comment ils pouvaient accepter ce genre d'attitude de M. Cahuzac. Et Quelle réponse? Et je suis ni président ni rapporteur. Je n'étais ni président ni rapporteur de cette commission. est-ce que vous n'avez Enfin. pas quand même le sentiment, là, au-delà des affinités partisanes, des partis politiques auxquels vous appartenez, ici à droite, ici au centre et là au PS, quand même la démonstration, l'impression qu'on a un déficit culturel français gigantesque par rapport à ce qu'est la pratique parlementaire du contrôle, y compris de la radicalité, de la question, des principes, et que quand quelqu'un vient vous dire « je n'ai rien à vous dire », on lui dit bah, « monsieur, soit vous sortez, soit vous répondez », mais pas jouer ce cirque-là, y compris de la courtoisie, en disant « excusez-moi de vous demander pardon, monsieur Cahuzac ». Est-ce que vous n'avez pas quand même ce sentiment-là que nous sommes très en retard ? Moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion là-dessus qui est très importante. Parce que c'est vrai que de dire d'un côté, il y a le fonctionnement de la justice et on ne doit pas enquêter sur des questions. Normalement, on ne peut pas ouvrir une commission d'enquête quand la justice est saisie. Et c'est ce que vous nous aviez répondu à propos de l'affaire Bettencourt. Mais pourquoi ? Parce que la justice protège les personnes aussi. Quand devant une commission d'enquête télévisée dans la France entière, vous, entre guillemets, balancez le nom de quelqu'un. Je reprends quand même mon exemple de Mme Cahuzac, parce que certains ont dit on va auditionner Mme Cahuzac puisqu'ils font chambre commune, donc elle doit savoir où est son compte. Enfin, on a eu ce débat entre nous, on s'est un peu écharpé là-dessus en disant... Avec l'action du gouvernement. Attendez, non, mais c'est pour vous dire que une commission d'enquête télévisée, ça ne fonctionne pas comme la justice. Et donc on ne doit pas nous demander d'être des juges. Et d'ailleurs, la justice de notre pays
fonctionne bien dans cette affaire, puisqu'en quelques semaines, elle a réussi à découvrir des choses. Deuxième chose, non mais ce que je veux dire, il ne faut pas tout confondre. Il y a le rôle des médias. Je voudrais en dire un mot, et je ne dis pas ça parce que je suis à Mediapart, mais je pense que les médias, en l'occurrence Mediapart, a bien fait son travail. Et c'est d'ailleurs un élément nouveau dans le paysage français. Il a fallu qu'il avoue pour qu'on le dise. Et d'ailleurs, le fait que ça concerne une personnalité de gauche, alors qu'avant c'était des personnalités de droite, quelque part, ça a installé ce média comme un média qui fait son travail. C'est très important que vous puissiez faire un travail qui n'est pas le même que le nôtre. Nous ne sommes pas des journalistes. Premier point, il y a cet élément-là, et moi je souhaite que la presse, et on a vu les débats qu'il y a eu au sein de la presse, qui ont montré qu'il y a aussi des progrès à faire dans ce domaine-là, dans d'autres médias. Mais premier point, il faut une presse libre, qui a des moyens d'enquête et qui puisse faire le travail que vous avez fait. Et le travail que vous avez fait, nous ne pourrions pas le faire. Premier point. Deuxième point, il y a le travail que peut faire la justice. On en a longuement parlé parce que, par exemple, les commissions d'entraide administrative avec la Suisse, ça fonctionne quasiment pas. Il y a eu 3 cas ou 6 sur 400 où il y a eu une issue favorable. En revanche, l'entraide judiciaire avec la Suisse, elle fonctionne très bien et elle est très efficace. Et peut-être que c'est tant mieux. Et Pardon, donc là, on avait quand même cette difficulté. Jérôme Cahuzac ment devant une commission d'enquête parlementaire. Ce n'est pas possible qu'un ministre mis en cause à l'Élysée, dans le bureau du président de la République, avec M. Moscovici et M. Hérault, ne se souvienne pas d'une réunion où son propre sort est en cause. Enfin, un enfant de 3 ans ne peut pas croire en cette version. Pour le dire de façon triviale, et ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais là, il se moque de vous. Oui, il se moque de vous. Vous êtes aimable en le disant. Oui, je suis aimable en le disant, c'est vrai. Mais franchement, il se moque de vous. Et vous auriez pu passer ce qu'il nous a dit, ce n'était pas une commission d'enquête parlementaire, mais au fond, c'est aussi de même nature. Le 5 décembre, quand il fait sa sortie en disant qu'il n'a pas de compte en Suisse et que les yeux dans les yeux et qu'il le garantit devant l'Assemblée, etc. Donc c'est un homme qui ment. Voilà. Et ça vous l'empêcherez jamais. Là, je parlais des principes. Je crois qu'il faut cette affaire-là. Et encore une fois, je suis prêt à ce qu'on se fasse des autocritiques. J'entends bien ce que vous dites. Mais on peut penser que son respect de la représentation nationale, c'est vrai qu'on doit avoir cette culture du contrôle qui est d'autant plus difficile quand on est dans une majorité. Mais je crois aussi que vous devez entendre que dans le pays, il y a la place pour à la fois des médias qui font le travail que vous avez fait, pour une justice qui fait le travail qu'elle fait et qui le fait dans des conditions différentes, par exemple pas télévisées. Est-ce qu'on veut qu'il y ait une justice télévisée? Est-ce qu'on voudrait par exemple que M. Cahuzac ait entendu en ce moment par la justice, ça se fasse aux yeux et au vu de tous, est-ce que ce serait efficace? Mais je vous prends juste un élément, et qu'a dit Hervé Morin en introduction. Tout ce qu'on fait est télévisé. Et donc il a dit, les gens, quand ils venaient nous voir, ils avaient écouté toutes les auditions des personnes précédentes et on sentait qu'ils venaient armés des réponses et qu'ils cherchaient la cohérence. Donc on voit bien que notre méthode, de toute façon, elle aura aussi ses limites. Donc je crois qu'il ne faut pas nous demander d'être juge. Voilà. Et il faut réfléchir à ça, y compris aux erreurs qu'on a pu faire là-dedans, mais quand même dans ce contexte-là. Le rapporteur a le pouvoir d'un juge d'instruction, quasiment. Une question justement précise concernant le rapport. Et ce que vous avez dit et ce que les membres de la majorité disent, la justice a pu travailler, elle n'a pas été entravée, elle a pu enquêter sans difficulté. Bon, c'est vrai, la justice a pu travailler. Mais comment l'enquête a été déclenchée? Et là, il y a une manipulation dans le rapport, sous la plume du rapporteur. Le rapporteur dit une enquête a été ouverte. Et il oublie opportunément de citer le procureur général de la Cour d'appel de Paris, M. Faletti, et le procureur de la République de Paris, M. François Molins, je l'ai ici, qui disent pendant leurs auditions, pourquoi ils ont ouvert une enquête. Ils ont ouvert une enquête parce que Mediapart, sous la plume de son directeur, Louis Plenel, a fait quelque chose en quelque sorte d'anormal. Dans une situation qui était anormale. D'interpellation publique du procureur de la République en disant « mais pourquoi il n'y a pas d'enquête ?» Et le procureur général et le procureur de la République de Paris ont dit « nous avons ouvert une enquête parce qu'il y avait cette lettre de M. Plenel ». Ils l'ont dit. Oui, c'est un changement de perspective. L'élément nouveau pour nous est la dénonciation. Non, c'est dans les auditions. Oui, bon, le procureur de Paris le dit aussi. Bien, Fabrice. C'est dans les auditions, mais c'est pas dans les conclusions. Non, c'est pas dans les conclusions du rapporteur. Je vous lis première page du rapport. L'ouverture de l'enquête déclenchée par le courrier d'Edwy Plenel. Donc ne dites pas que le rapport mais la question que je veux vous poser, vous nous dites la justice a pu travailler. Page numéro 4 du rapport. La justice a pu travailler. Est-ce qu'il est normal
qu'il faille que ce soit un directeur d'un journal qui écrive publiquement un procureur de la République pour qu'une enquête soit ouverte? Est-ce que ça, c'est un fonctionnement sain? J'en sais rien. En tout cas, vous savez exactement, en lisant le rapport, comment ça s'est passé. La lettre d'Edwy Plenel, son contenu d'ailleurs, en même temps, une démarche entamée par M. Gonel, qui aboutit par un coup de fil 21 décembre ou quelque chose comme ça, et une lettre au juge Daïef le 3 janvier. La veille de Noël, il dit. Une lettre qui est déposée le 3 janvier au juge Daïef qui suit les affaires du BES. Donc vous savez très précisément qui a fait quoi. Et après, en tant que citoyen, vous pouvez vous faire un jugement. Est-ce qu'il faut dire que c'est normal ou pas normal? Vous, en tant que député. Cette affaire, moi je suis député, j'ai été aussi haut fonctionnaire, j'ai dirigé des collectivités, j'ai été au Parti Socialiste, donc des lettres de dénonciation, j'ai eu en gérer des dizaines et des dizaines. Et à chaque fois, je me suis dit, comment je fais? Par exemple, vous savez que le Parti Socialiste a porté plainte contre un de ses premiers responsables fédéraux. Le terme lettre de dénonciation, c'est pas ça l'antisémitisme. Non, mais je veux dire, vous recevez plein d'informations, vous recevez plein d'informations qu'il faut qualifier. C'est votre travail que vous avez fait de journaliste. Quand vous recevez un élément, vous essayez de le recouper, etc. Quand vous êtes à la tête, quand vous êtes, non mais laissez-moi finir parce que c'est extrêmement important. Non mais vite, parce que le temps tourne. D'accord, mais je vous laisse finir. Monsieur Morin, je finis en une phrase. On est tous confrontés à des choses extrêmement difficiles et vous l'avez été en tant que maire et vous aussi en tant que haut fonctionnaire ou que ministre. À chaque fois, on essaie de prendre les bonnes décisions. Je crois qu'il faut quand même prendre conscience du temps de la décision. Tout ça commence le 4 décembre et on voit que les choses, là on est en train de parler du 18 décembre, du 27 décembre, et même quand on fait l'ensemble de la procédure, on voit que les choses ont été faites relativement rapidement par rapport à ce genre de processus. N'oublions pas non plus que le 11 janvier, il y a la guerre au Mali qui se déclenche. Donc d'accord. Non, mais d'accord, mais vous raisonnez in abstracto pris par votre enquête en disant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que j'arrête. Deux choses. La première, vous dites c'est un courrier de Mediapart qui amène un élément nouveau qui amène le procureur à engager une information judiciaire. Je ne vais pas défendre le Parti Socialiste ou le gouvernement. Mais honnêtement, qu'est-ce qui pouvait permettre jusqu'alors le procureur d'engager un début d'information judiciaire? Les informations publiques de Mediapart? Ouais, mais enfin, honnêtement, s'il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une information publique dans un journal, il y ait une information judiciaire qui s'engage... Il y a des éléments, des preuves, enregistrement qui montre que le ministre du Budget est un fraudeur fiscal. Si nous avions publié ces informations sur un trafic de drogue dans un quartier populaire, le lendemain, il y avait une enquête préliminaire. Oui, enfin, les mises en cause régulières de tel ou tel membre du gouvernement sur un truc, vous en avez toutes les semaines dans un journal. Il y a quand même peut-être pas de ce niveau de gravité avec une telle offre de preuves, disons. Moi, je trouve globalement que les choses se sont plutôt bien passées. On ne pouvait pas demander à l'exécutif, à partir de l'information de M. Gonel courant décembre, l'exécutif allait lui-même demander une information judiciaire. Ce que je reproche, en revanche, c'est qu'on n'ait pas réagi et que l'exécutif n'a pas réagi très rapidement pour mettre en place les éléments qui auraient permis de pouvoir éviter ce fiasco républicain que nous avons connu. La deuxième chose, et j'irai plus vite, t'inquiète pas, Philippe. La deuxième chose, c'est que, en effet, il n'y a pas de culture du contrôle dans ce Parlement. Le meilleur exemple, ce n'est pas les commissions d'enquête, c'est les rapporteurs spéciaux. Les rapporteurs spéciaux qui ont le même pouvoir que la Cour des comptes, contrôle sur pièce et sur place, et qui globalement, excusez-moi, mais font pas, moi le premier, je suis parlementaire, enfin je ne suis pas rapporteur spécial, mais je qui a été président de commission, le boulot de contrôle sur pièce et sur place est terriblement peu fait, parce que le fait majoritaire et la chape de plomb qui pèse sur le Parlement empêchent de le faire. Et Dieu sait pourtant que ça marche. Souvenez-vous des contrats de France Télévisions quand Jean-Pierre Elkabbach était président de France Télévisions. Il y avait un parlementaire, il s'appelait Alain Griotré, il avait été ouvrir les placards et il avait découvert des contrats qui, de toute évidence, méritaient d'être revus. Ça avait d'ailleurs amené la démission du président de France Télévisions à l'époque. Donc on aurait besoin, pour donner aux Français le sentiment qu'il y a un peu plus de transparence dans la République, qu'en effet, le Parlement effectue mieux sa fonction de contrôle. Mais, excusez-moi, le quinquennat et la concomitance de l'élection présidentielle et de l'élection législative fait qu'il n'y a plus d'autonomie de l'élection législative.
On a des parlementaires qui ne sont simplement mandatés par le peuple que pour soutenir un président de la République qui vient d'être élu. Et donc on est dans un Parlement qui est terriblement verrouillé, sans autonomie politique, liée à une élection qui serait indépendante de l'élection présidentielle. Monsieur Houillon, un mot et on passe à un second magnéto. 10 minutes de mots. Non mais attendez, un mot. Moi je veux dire 2-3 choses. La première, c'est simple, c'est que le job du Parlement, c'est de faire les lois, mais c'est aussi de contrôler le gouvernement. Et cette deuxième partie du job, elle est quasiment pas faite. Bon. Ce qui est dommage, à la fois pour les raisons dites par Hervé à l'instant, pour transparence, un mot à la mode, nos concitoyens, etc., mais pour le Parlement lui-même, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où le Parlement exercerait cette partie-là de sa mission, évidemment qu'il en sortirait renforcé. Et la réduction de la dépense publique, Philippe. Par ailleurs, bon. Deuxième observation, le grand talent du rapporteur de cette commission d'enquête, ça a été de répondre à une question qui ne lui était pas posée, en faisant comme si c'était celle-là qui lui était posée. Et cette réponse, personne ne pouvait la contester. Moi, je me suis dit, chapeau, c'est malin. La question qui n'était pas posée, c'est est-ce que la justice a été entravée? La réponse à cette question non posée, c'est non. Personne n'a jamais entravé le travail de la justice. Et on ne peut pas dire le contraire, puisqu'effectivement, la justice n'a pas été entravée. Sauf que le débat n'était pas là. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on a bien compris que même si c'était subtil, ça restait une mascarade, que nous n'avons pas donc souhaité y participer jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même, et j'en termine, enfin j'ai un tel retard, donc il y a quand même des éléments... Non mais les mois précédents, je ne sais pas, mais il y a des éléments simples. Le 15 décembre, il y a M. Gonel qui téléphone à M. Zabulon, et qui se connaissent, on va pas... Vous avez raison de le rappeler, qui est le directeur adjoint de cabinet de François Hollande, et qui vient lui dire, bah, écoutez, moi j'ai une cassette, j'ai un dossier, je propose de vous le remettre parce que c'est vraiment sérieux. Bon. Et là, on nous répond que le président de la République aurait répondu à son directeur adjoint de cabinet, bah écoutez, qui donne ça à la justice. Ça laisse donc à penser... Non mais attendez, ça laisse donc... Il n'y avait pas d'enquête judiciaire. Ça laisse donc à penser que le président de la République souhaitait que la justice soit saisie. Et là, il y a deux choses qui sont étonnantes. La première, c'est qu'effectivement, quelle aurait été la situation si Mediapart n'avait pas écrit à M. Molins? Puis la deuxième chose qui vient contredire la première, c'est que le 16 janvier, alors que le 8 janvier, l'enquête est ouverte, le 16, dans le dos de la justice, comme l'a rappelé le procureur de la République de Paris, M. Molins, dans le dos de la justice, on décide d'interroger les Suisses, l'administration suisse, qui répond qu'il n'y a rien ou à peu près. Donc on et on a dans le JDD... On a dans le JDD, dans le JDD, 9 jours après, je ne sais plus quelle est la date exacte, mais on a dans le JDD un article, les Suisses blanchissent Cahuzac, qui, nous a dit le procureur de la République de Paris, l'a lui-même troublé en se demandant s'il n'était pas allé un peu vite en besogne. Bon, voilà. Donc ça, on n'a pas décortiqué ça. Personne n'a dit que la justice, une fois saisie, avait été empêchée de quoi que ce soit. On va revenir avec une deuxième vidéo sur ce moment crucial de l'affaire Cahuzac, qui est, et j'assume le mot, l'enquête parallèle de Bercy à celle de la justice, fait parallèlement à celle de la justice et dans le dos de la justice, qui a abouti à cette manipulation selon laquelle les Suisses ont blanchi Cahuzac. On va voir un petit extrait de M. Moscovici. C'est très important la date, ça se passe le 7 février au micro de France Inter. C'est 3 jours avant la une. C'est 3 jours avant la une du journal du dimanche sur les Suisses. Pierre Catin, notre réalisateur, que c'est le magnéto numéro 3. Faute de temps, nous avons sauté le 2. Voilà. Donc Pierre Moscovici sur l'antenne de France Inter. Moi, je me souviens très bien. En lançant cette procédure, je n'avais pas de doute sur son résultat. Voilà, Vous n'aviez pas de doute sur Jérôme Cahuzac et ce doute n'a pas été... pas de doute sur le résultat que pouvait engendrer cette procédure. Et ce doute n'a pas été ébranlé ces dernières heures. Non. Donc, 3 jours avant la une du journal du dimanche disant les Suisses ont blanchi Cahuzac, ce que tout le monde consacre comme une manipulation, y compris dans votre camp, M. Germain. 3 jours avant, nous avons le ministre de l'économie qui dit qu'en posant les questions à la Suisse, il n'avait pas de doute sur le résultat. Est-ce que, première question,
ça n'ébranle pas, vous, vos certitudes sur le bon fonctionnement de l'administration française dans cette histoire. D'autant que, et là il y a une omission, une vraie omission, dans le rapport sous la plume du rapporteur, c'est ce qu'a dit le 19 juin devant la commission d'enquête le procureur de la République de Paris, et qui nous permet de dire que oui, c'est une enquête parallèle dans le dos de la justice. Monsieur Molins a dit, ouvrez les guillemets, « J'estime que quand on est dans un cadre pénal, la justice enquêtait déjà depuis le 8 janvier, le parquet, procureur de la République, doit avoir le monopole des choses. Rien ne devrait se faire sans qu'il en soit avisé. » Car cette enquête de M. Moscovici, dont il était sûr de la réponse avant même de poser la question, a été faite, et c'est unique dans l'histoire judiciaire, sans que le parquet en soit informé. Comment peut-on, avec ces éléments qui sont des éléments factuels, qui ne sont pas des éléments militants, partisans, idéologiques, ce sont des faits, comment peut-on conclure que le gouvernement a agi comme il se devait dans cette histoire? Plusieurs choses. D'abord, je reprends la chronologie parce qu'elle est importante. Repartons de M. Zabulon. Il reçoit une information de M. Gonel dont on a tous jugé qu'il était un peu, allez, je vais être gentil, olé olé. Donc, il faut voir... Et pas M. Zabulon qui ne peut pas recevoir M. Gonel parce qu'il a l'arbre Parce que de lui Noël aussi de nous a l'Élysée menti à faire. devant la commission d'enquête. Il avait dit qu'il avait 2 enregistrements, après il a rajouté qu'il y en avait un 3e. Donc M. Gonel, n'a pas accusé avec assez de zèle, on a tous eu un grand malaise, même s'il faut reconnaître qu'à travers je ne sais lequel mécanisme, enfin en tout cas on n'avait pas d'ailleurs nous à faire ça, parce que à plusieurs moments on s'est dit attention, on est en train de chercher les sources des journalistes et on arrête là parce qu'on n'avait pas à faire ça. Le rapporteur a beaucoup Donc, fait. Oui. M. Zabulon a dit j'ai pas les éléments moi. Il y a eu cette discussion que vous avez rappelée avec le président de la République, et il a dit publiquement, si M. Gonel a des éléments, qu'il les donne à la justice, ce qu'il a fini par faire, à peu près en parallèle avec la lettre de M. Plenel, au juge Daïef. Ensuite, c'est revenu au parquet, puisque le juge Daïef enquêtait sur... Simplement ce que M. Zabulon a dit. M. Gonel a voulu me rencontrer, je n'en avais malheureusement pas le temps, étant attendu à la présidence où nous devions porter la main au dernier préparatif de l'arbre de Noël, événement important dans la vie de l'Élysée. Ça lui a foutu les boules. Et donc là, vous êtes en train de nous dire que celui qui n'a pas rempli sa mission, c'est M. Gonel, parce qu'il n'a pas été un accusateur suffisamment zélé. En revanche, M. Zabulon, qui ne peut pas traiter la principale affaire du quinquennat à cause de l'arbre de Noël, tout a bien fonctionné dans la... Vous pouvez lire ça, puis vous pouvez lire la suite. M. Zabulon dit, j'ai eu l'impression que M. Gonel, qui est l'opposant politique à M. Cahuzac, est en train d'utiliser l'Élysée pour faire une manipulation politique. Il le dit, c'est la phrase d'après que vous auriez pu lire. Donc, quel est le réflexe? Très franchement, mettez-vous à la place de M. Zabulon. Moi, j'ai été au fonctionnaire, j'étais à cette place-là. Et il m'est arrivé de faire cette recommandation en disant, cet enregistrement, vous seul, l'avez recueilli, vous savez dans quelles conditions ça a été fait, donc c'est à vous d'aller voir la justice. J'ai été dans cette position et j'ai pris cette décision. Donc je crois qu'il faut réfléchir à ça. On peut dire que c'est une erreur d'appréciation. Et sur l'enquête parallèle, deuxièmement, enquête parallèle. Moi, je n'aime pas ce terme parce que je crois qu'il faut rester factuel dans ce cas et laisser les gens se faire leur avis. Ça veut dire ça veut dire. Je ne vois aucune raison pour lesquels M. Moscovici, et si vous connaissez son histoire politique... Ça, c'est de la psychologie, ça. Non, mais d'accord, il n'y a aucune raison pour le faire. Il faut toujours un mobile pour ça. Non, mais il a fait une enquête administrative qui s'est déroulée en parallèle. Allez, pas dans le dos de la justice, parce qu'il l'a déclenché... Non, mais arrêtez de dire ça. On le dit, il l'a déclenché le 27, je crois, et le 31, il a eu les résultats et ça a été donné à la justice. Mais il n'avait pas de doute Vous en posant les questions. Vous auriez pu dire d'ailleurs... Ça ne vous dérange pas, ça? Il a dit qu'il n'avait pas de doute sur Cahuzac, mais sinon... Non, il n'avait pas de doute en lançant la procédure. Ça veut dire qu'on savait déjà la réponse. Non, mais il avait confiance en Cahuzac, et sinon, si dans ce gouvernement on n'avait pas eu confiance en Cahuzac, on l'aurait débarqué dès le premier jour. Enfin, on ne peut comprendre cette histoire. On ne peut comprendre cette histoire, parce que là, on parle du juridique, on parle de ces faits-là. Après, il y a une question politique. C'est de dire il y a eu cette confiance. On était beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout un ami de Cahuzac. Même plutôt, on s'est affrontés tout le temps politiquement. Mais c'est vrai que j'ai eu confiance en lui. Quand il nous a parlé à l'Assemblée nationale, j'ai eu tort politiquement. Là, on parle de choses juridiques. Il y a eu une entraide qui a été actionnée. Ce n'est pas une enquête parallèle. Et la justice nous a dit que ça ne l'a pas empêché de fonctionner. Après, il y a la dernière question quand même. Je termine là-dessus, mais très rapidement. Vous avez cité cette phrase du procureur qui dit il ne devrait pas y avoir d'enquête administrative en même temps qu'une action judiciaire.
Il dit il devrait, mais il ne dit pas que c'est interdit. Mais personne ne dit ça. Il dit que ce n'est pas opportun. Et c'est une question, d'ailleurs, le président de la trouvez commission normal UDI de Courson dit, une des conclusions moi, que je tire de cette Monsieur commission le député, d'enquête, c'est qu'il faudrait mettre dans la loi Bien sûr. que dès qu'il y a une action judiciaire, on doit arrêter les actions administratives, et ça, je le partage. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un conflit d'intérêts sur le fait que le pouvoir exécutif, dans le dos de la justice, ouvre une Non. enquête sur l'un de ses membres? Non, je ne dirais Non. pas ça. Non, Franchement, vous je ne le voyez, vois moi- pas comme ça. Pas dans moi, le dos de ce qui la m'a- justice. Ça a été fait en parallèle. non plus. Ça, je vous le Bon, concède. il y a l'autonomie des procédures fiscales, c'est comme ça. Je serais, moi, pour en effet changer la loi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus choqué que ça, c'est un directeur de cabinet, des ministres qui disent « Moi, j'ai laissé le directeur général des finances publiques mener la procédure », comme si, grosso modo, on avait tellement peur et on tremblait tellement qu'on ne donnait pas des instructions. Or, on a tous été à la fac ou dans des écoles où on nous a appris que le ministre, il était le patron de l'administration. Et donc, il n'aurait pas été choquant, il aurait même été normal que le directeur de cabinet régulièrement donne des consignes, des instructions à l'administration fiscale pour faire en sorte que cette procédure soit suivie avec la plus grande rigueur et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce qu'on voit bien que derrière ça, il y a des conséquences politiques majeures. Et donc, il n'y a rien de choquant que le politique s'intéresse au plus près de cette affaire. Et donc, le directeur de cabinet, la directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac qui dit « Oh non, non, tout ça, nous, on a été déportés, on ne s'en occupait pas. » Personne ne s'en occupait, on laisse au DGFiP faire le truc. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est pas normal. C'est extrêmement choquant. Et c'est extrêmement choquant que le Premier ministre non plus ne donne pas des instructions précises sur le sujet. Et la deuxième chose qui est, elle aussi, choquante, c'est que le DGFiP, quand il interroge l'administration... Le directeur général des finances publiques. Le directeur général des finances publiques, quand il interroge l'administration suisse, d'office, il aurait dû dire au gouvernement, la procédure, ça ne va rien donner parce que ça ne donne jamais rien. Alors, sur le conflit d'intérêts, Bah oui. sur le conflit d'intérêts, Oui. sur le conflit d'intérêts, vous allez voir qu'au sein même de l'équipe Cahuzac, on n'a pas tout à fait la même interprétation que vous. On va voir le dernier magnéto, qui est pour notre réalisateur le magnéto numéro 2, sous le contrôle de Frédéric. Tout à fait. C'est Marion Boujard, Oui, la conseillère com. l'ancienne responsable de la communication de M. Cahuzac. Voici ce qu'elle dit au sujet de cette enquête. C'est vrai que dans cette histoire de dingue, je n'avais pas pensé que le plus dingue était assis à mes côtés. Il est rare de voir le tueur en série diriger l'enquête sur ses propres meurtres. Ça existe dans les films, j'en ai traversé un. Donc Marion Boujard, devant vous, collectivement, elle travaille pour M. Cahuzac et elle dit le tueur en série a mené l'enquête sur son propre meurtre. Et vous venez nous dire aujourd'hui, à gauche, à droite, au centre, qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Comment voulez-vous que le citoyen, comprenne cela? Mais on n'a pas dit ça. Bah si, conflit d'intérêts. Mais... Non, dit j'ai ça. dit ça. Non, bah, Attendez, si on peut- Non, vous n'avez pas dit ça. Attendez, moi, je crois... Philippe Pouillot qui a un petit déficit de temps de parole, je le reconnais. Je crois aux réponses simples à des questions simples. Hein, il eût été normal qu'une enquête administrative soit diligentée immédiatement pour vérifier. Bon, ça n'a pas été le cas. À partir du moment, le 8 janvier, où la justice était saisie, il n'y a pas de débat. Il n'y avait plus d'enquête à mener, enfin d'enquête parallèle, administrative, appelez ça comme vous voudrez. Il n'y a pas de débat. Ça ne devait pas avoir lieu. D'ailleurs, en général, ça n'a pas lieu. Bon, donc c'est très simple. Le schéma, ça n'a même jamais lieu. Et puis, il y a une autre chose. Je parlais de simplicité. Moi, je crois aux réponses simples, à des questions simples, je viens de le dire. Moi, ce qui m'a stupéfait dans toutes ces auditions, stupéfié peut-être, dans toutes ces auditions, c'est que tous les ministres entendus, que tous les directeurs d'administration entendus, en chœur, nous ont déclaré que quasiment, ils n'avaient jamais parlé de cette affaire. Ce qui n'est pas crédible. Non. La solution, c'est quoi? Il y a une bombe qui tombe le 4 décembre. Mediapart. Bon, il y a une bombe qui tombe. Le ministre du budget qui planque de l'argent en Suisse. Bon, pas tellement la somme d'ailleurs, enfin quoique, mais c'est le ministre du budget. Bon, il y a une bombe qui tombe. Évidemment que tout le monde au gouvernement n'a parlé que de ça. C'était le cas à l'Assemblée. Bon, ensuite, il jure, etc. À partir de là, il y avait deux solutions alternatives simples. Soit le président de la République disait
présomption d'innocence, il a dit devant l'Assemblée nationale, et il m'a dit qu'il n'y était pour rien, donc qu'une enquête soit ouverte, et puis en attendant, je respecte la présomption d'innocence. Deuxième alternative, deuxième hypothèse, c'est la jurisprudence de la femme de César. Il est innocent puisqu'il le dit, c'est sûr, mais compte tenu du fait qu'il est mis en cause, qu'il est ministre du budget, eh bien, je lui demande d'être en retrait pendant quelques temps. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Alors que ça, on l'aurait compris, n'importe qui l'aurait compris. Mais on ne dit pas ça du tout. On dit ah, Cahuzac, on n'a pas parlé. Fuchs, Valls, ah non, on n'a pas parlé, ça ne nous intéressait pas. Et puis il y a, voilà, dans ce qui n'est pas crédible. Philippe a raison. Et puis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je pense exactement la même chose. Et puis, une dernière chose aussi, c'est que on découvre durant la commission d'enquête que Jérôme Cahuzac ne répond pas aux différentes requêtes sur l'état de son patrimoine. Il y a le fameux inspecteur des impôts qu'on prend tous pour un dingue, qui est loin d'être un dingue. Comment il s'appelle Rémi Garnier, qui a été assez mal Monsieur traité Garnier. Par la commission. Un peu collectivement. Non, puis il y a le détective privé. Bon, voilà. Et donc tout ça. Il avait déjà été très maltraité par la presse. Et par l'administration. En fait, c'est un fonctionnaire qui a un vrai sens de l'intérêt général, qui a une vraie culture de son métier et qui. Sont nommés Colombo par ce ouais, et qui, grosso modo, comme il enquiquine tout le monde, on finit par foutre dans un placard pour qu'il emmerde personne. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et donc là, on a les éléments qui sont remontés à Paris, mais oubliés, ça on peut comprendre encore dans le monstre de la machine de Bercy, mais c'est surtout le fait que Jérôme Cahuzac ne répond pas aux interrogations sur l'état de son patrimoine auxquelles il aurait dû répondre, et que là, tout ça reste en l'état, personne ne bouge, il n'y a aucune demande, si on en croit ce qu'on nous raconte, le directeur de cabinet qui, je sais pas, ou Moscovici qui dit écoutez, vous allez vous mettre autour de la table, où est-ce qu'on est le patrimoine, a-t-il répondu aux différentes obligations qui sont tenues à un membre du gouvernement, tout ça, le sentiment d'une espèce de truc qui fait tellement peur qu'on ne veut pas s'en occuper, en vérité. Pour terminer, justement, parce que la conséquence de cette affaire, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, là, quelques minutes juste, petite minute, la conséquence de cette affaire, ça a été les lois sur la transparence de la vie politique, qui ont été largement... Non, mais c'était un peu en tout cas, c'est ce qui a permis à François Hollande de sortir de la situation. Une affaire comme celle de Cahuzac. C'était la réponse politique, en tout cas, qui ont été largement édulcorées, à la fois parce que beaucoup de parlementaires de droite comme de gauche étaient assez opposés à ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis parce que le Conseil constitutionnel a aussi raboté un petit peu. Et notamment, ce qui est des activités de conseil ou d'avocats d'affaires des parlementaires, elles ne seront plus du tout encadrées, finalement, au terme de ce parcours parlementaire. Alors moi, je voulais vous poser la question depuis longtemps. En fait, vous avez vu le 18 juin 2013, c'était un peu tard dans la nuit, c'est l'occasion de la discussion d'un article. Et là, en tant qu'ancien ministre de la Défense que vous êtes, ancien ministre de Nicolas Sarkozy aussi, a mis en cause un petit peu, alors sans trop le dire, à la fois ses anciens collègues, un petit peu, ou en tout cas sur tous les bancs, en disant que les uns et les autres, je vous paraphrase, mais les uns et les autres exerçaient des activités de conseil qui servaient, qui venaient de leurs activités ministérielles qu'ils monnayaient dans le privé ensuite. Et par ailleurs, vous avez parlé aussi des conflits d'intérêts des patrons de presse qui ne sont pas forcément... J'ai toujours dit ça. Voilà. Mais alors, en tant qu'ancien ministre de la Défense, évidemment, on pense à certains patrons de presse. Il y en a à gauche, Monsieur Bailey avec la Dépêche du Midi. Il y en a à droite avec Monsieur Dassault qui est sénateur. Donc, je voulais vous poser la question, tout simplement, de savoir si vous pouviez nous expliquer un petit peu plus ce que vous vouliez dire ce soir-là sur les conflits d'intérêts des uns et des autres. Vous voyez, même quand vous parlez tard à l'Assemblée, Mathieu vous écoute avec attention. Oui, bien sûr, je ne pas à l'instant. Je dis deux choses. Sur les activités de conseil, on est sur quelque chose d'assez... on ne peut pas empêcher un avocat qui a exercé son métier de continuer à l'exercer quand il est parlementaire. L'avocat est un avocat, c'est pas un conseil. Conseil, avocat ou conseil. Profession on peut pas. C'est une profession réglementée. Normalement, il n'a pas le droit de plaider contre l'État. Enfin, il y a toute une série de règles, de déontologie, etc. On ne peut pas non plus empêcher un parlementaire de commencer à penser à sa reconversion. Notamment quand on milite pour la fin du cumul des mandats, quand on milite pour éventuellement la fin du cumul des mandats dans le temps. Il est clair qu'il faut permettre aussi à quelqu'un de commencer à préparer son lendemain, parce que contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a pas d'indemnité chômage quand on arrête l'Assemblée nationale. Bon, même si Jean-Louis Debré a mis un dispositif dans des cas très particuliers. Donc je dis qu'à la fois il faut permettre aux gens de pouvoir continuer à exercer une activité, parce que 2/3 des parlementaires sont battus à l'issue de leur premier mandat, puisque grosso modo l'alternance fait que... bon.
La durée moyenne d'exercice du mandat parlementaire, c'est 7 ans. 7 ans. Non, mais parlez-nous Non, 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 mais je non, mais c'est pour expliquer ça. Ce que je trouve pour le moins spécieux, c'est quand on voit un certain nombre de collègues, notamment de collègues qui ont exercé des fonctions gouvernementales, qui créent des fonctions de conseil au lendemain, dont on peut s'interroger quelle en est, comment tout d'un coup on peut découvrir des qualités de conseil qu'on n'avait pas eues avant. Alors en même temps, ça peut correspondre à des vraies activités professionnelles. Et des fois, on se dit... la logique de Monsieur Fillon, de Monsieur la Chatel, logique il y en a à serait gauche. que, voyez, je vais prendre une chose simple, la logique serait que quand on a été mis à la défense, on ne puisse pas avoir des activités de conseil le lendemain pour Thales. Bon, ou Mais aujourd'hui, vous pour pouvez. EADS. Vous pourriez. Bah oui, bien sûr. Et vous pourrez demain. Et la deuxième chose que je dis, je l'ai toujours dit depuis des années avant d'exercer des fonctions gouvernementales, je considère que quand on est patron que les groupes de presse ne doivent pas être détenus par des sociétés ayant des intérêts avec l'État. Je le maintiens et ça ne m'a pas valu que des amis, mais je considère qu'il y a là une confusion des gens qui est extrêmement malsaine. Voilà. Il y a des pays qui l'interdisent. Merci beaucoup à tous les trois. On avait commencé avec 7-8 minutes de retard, on termine avec 7-8 C'était minutes de ma faute, retard, pardon. donc c'est normal. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus pour cette rencontre autour des travaux de la commission sur l'affaire Cahuzac. On se retrouve à peu près dans 20 minutes, 25 minutes peut-être, parce qu'il va falloir changer un tout petit peu le décor. Donc vers 20h35, 20h40, le live de la soirée sera consacré à quels antidotes au Front National. À tout de suite.